La Côte d'Ivoire est à l'abri de menaces de djihadistes selon le gouvernement ivoirien, se disant toutefois prêt à riposter le cas échéant. Le terrorisme, c'est l'un des sujets d'actualité abordés hier au cours du Conseil des ministres. Intégration et rééquipement des hôpitaux nationaux. La Banque mondiale et la France octroient 33 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, signature de convention qui devrait permettre d'améliorer les indicateurs. Et puis événement du 28 septembre à Conakry, l'ex-chef de la junte guinéenne Moussa Dadis Camara inculpé. Bonjour à tous. Pas de menaces djihadistes sur le territoire national selon le gouvernement ivoirien. Il faut dire que de grandes questions qui alimentent l'actualité nationale ont été abordées hier au cours du Conseil des ministres. La synthèse de cette réunion avec Viviane Aïmé. Interdiction de certaines armes de guerre en Côte d'Ivoire et non à la prolifération des armes nucléaires sur le territoire national. Deux points importants qui figurent au nombre des projets de loi de ratification de conventions internationales adoptés par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 8 juillet au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire s'est toujours inscrite dans le processus mondial du désarmement et de la non-prolifération des armes de destruction massive. Donc la ratification de ces différentes conventions permettra à notre pays de confirmer son caractère profondément pacifique et surtout consolider également ce caractère. Le Conseil a aussi donné son accord pour plusieurs nominations dans plusieurs départements ministériels. Inculpation par la justice ivoirienne de militaires qualifiés pro-Ouattara. Le sujet fait la une de l'actualité. S'il ne figurait pas nommément à l'ordre du jour du Conseil, il ne pouvait non plus être éclipsé. À ce stade, il ne s'agit que d'inculpation, de mise en examen. C'est le début d'une procédure. Donc laissons la justice faire son travail. Cela ne doit pas d'ailleurs être une surprise, puisque le chef de l'État a toujours clamé haut et fort qu'il n'interférera pas dans les affaires de la justice et que si la justice était un jour amenée à appeler devant elle des jeunes gens, en guillemets, qui se sont battus pour le rétablissement de la démocratie en Côte d'Ivoire, libre à elle de le faire. La justice fera son travail et éventuellement le gouvernement commentera une fois que la justice sera décidée. L'autre sujet abondamment relayé dans les médias internationaux, les menaces à présent sur la Côte d'Ivoire des groupes djihadistes venus du Nord Mali. Cette menace n'est pas une menace classique. Ce n'est pas un problème de sécurité tel que nos pays ont eu à les vivre jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un problème entre pays, ce n'est pas un problème entre États, ce n'est pas un litige frontalier, mais c'est une menace qui est extrêmement diffuse, qu'on ne traite pas comme des menaces plus classiques, plus visibles, plus marquées. Donc ici, d'autres mesures sont mises en œuvre, notamment le renseignement. Le renseignement fait son travail. Nous avons renforcé, là où c'était nécessaire, la présence de militaires, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, et en particulier à certaines frontières de notre pays, qui étaient plus sujettes à menaces que d'autres. Donc voilà le travail qui est fait aujourd'hui. Je peux à nouveau rassurer les Ivoiriens sur la base de ce que nous disent les services en charge de la défense et les services en charge de la sécurité. Il n'y a pas de menace réelle à ce jour sur le territoire ivoirien. Mais dans le même temps, les précautions sont prises pour qu'éventuellement, ou le cas échéant, nous puissions réagir efficacement si une telle menace se présentait. Faites confiance au gouvernement et surtout faites confiance au Conseil national de sécurité qui se réunit au moins une fois par semaine, souvent plusieurs fois, sous la présidence du chef de l'État et qui réunit tous les corps en charge de la sécurité en Côte d'Ivoire. Je peux vous assurer que c'est un travail qui est fait d'une façon extrêmement fine, d'une façon extrêmement rigoureuse, ce qui a permis que jusqu'à présent les choses se passent bien. Avant de mettre fin à sa séance, le Conseil a fixé au lundi 13 juillet la cérémonie de remise solennelle du rapport sur l'éducation en Côte d'Ivoire, cérémonie qui se déroulera au palais présidentiel.
Dans l'actualité également, la sous-secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires de l'Afrique de l'Ouest, en fin de mission en Côte d'Ivoire, reçue par le Premier ministre, elle est porteuse d'un message, travailler à des élections paisibles et transparentes en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire s'apprête à vivre en octobre prochain un scrutin présidentiel qui devrait signer la normalisation de la vie politique après la crise électorale de 2010. À ses côtés, pour relever le défi, les États-Unis d'Amérique, la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires de l'Afrique de l'Ouest, Bissa Williams, est en visite à Abidjan depuis 7 jours. Objectif, souligner l'importance d'élections paisibles et transparentes dans le pays. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire, nous sommes des amis, nous sommes des alliés, on est des partenaires. J'ai raconté à son Excellence, au Premier ministre, mes observations, que le processus électoral est en train. La préparation paraît en bonne forme et tout le monde est très conscient qu'il faut être vigilant, il faut rassurer à tout le monde que tout sera en ordre. Au cours de sa visite, l'ambassadeur a rencontré les leaders de la société civile, les associations de jeunes, les femmes et les journalistes. Elle a rappelé à tous la nécessité de préserver la paix et la stabilité, conditions indispensables à tout développement. Direction l'Assemblée nationale où 2 projets de loi, l'un portant statut de pupille de l'État et l'autre relatif à l'industrie du livre, ont été adoptés hier par la Commission des affaires sociales et culturelles du Parlement, le compte-rendu d'Hamza Diaby. Le livre constitue un secteur important de la politique éducative et culturelle de la Côte d'Ivoire. À ce jour, une trentaine de maisons d'édition existent sur la place, d'où la nécessité de réglementer le secteur et formaliser les rapports entre éditeurs, libraires, éditeurs-écrivains, éditeurs-distributeurs, ce qui éviterait l'informel, le piratage et les livres contrefaisants sur le marché. Voilà ce qui explique la présence de Maurice Kwaku Bandama ce mardi au Parlement. Le ministre de la Culture et de la Francophonie est venu défendre, devant les membres de la Commission des affaires sociales et culturelles, la loi portant sur l'industrie du livre, une loi qui doit régir le secteur et mettre en place des mécanismes pour sa professionnalisation. C'est donc une loi consensuelle qui a été donc adoptée par le gouvernement et cette loi vient d'être soumise au Parlement qui l'a adoptée à l'unanimité. Tous les députés veulent voir des livres se développer, des bibliothèques se développer, des libraires se développer pour que chaque citoyen puisse avoir accès aux livres. Je voudrais dire ma reconnaissance au Parlement pour avoir adopté ce projet de loi et souhaiter que la mise en œuvre de cette loi permette au secteur du livre de gagner en dynamisme et que les Ivoiriens puissent devenir encore de plus grands lecteurs. Nous venons de donner un cadre légal à l'industrie du livre afin que le livre soit véritablement développé et qu'il y ait le sens de l'industrie puisse rejaillir sur l'économie ivoirienne parce que dans d'autres pays, dans d'autres continents, le livre apporte un plus à l'économie et nous avons fait notre devoir. Outre le projet de loi relatif à l'industrie du livre, un autre a été examiné ce jour par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. C'est celui portant statut de pupille de l'État qui vient renforcer le cadre de protection des enfants en Côte d'Ivoire. Des enfants abandonnés, des enfants de parents toxicomanes, des enfants de mères incarcérées ou décédées, des enfants orphelins de père et de mère ou encore des enfants dont le père et la mère sont dans l'incapacité de faire face à leurs obligations parentale. Tous les enfants ont droit à la protection de l'État, mais tous les enfants doivent voir leurs droits respectés de façon juste et équitable. Cette loi donnera donc à ces enfants issus de milieux très vulnérables, à ces enfants qui malheureusement connaissent un score quelquefois dramatique, de bénéficier des mêmes chances que les autres enfants de la Côte d'Ivoire. Reste à présent le vote de ces 2 lois par l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. Dans le domaine de l'économie, la Côte d'Ivoire a reçu des appuis de la France et de la Banque mondiale. Montant total de ces appuis, 33 milliards de francs CFA. L'un des appuis porte sur un prêt de plus de 8 milliards. Il va permettre d'équiper 12 hôpitaux à Abidjan et à Mans. Le second appui d'un montant de 25 milliards va contribuer à la facilitation du commerce Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Noël Nyagno pour plus de détails. 2 signatures de protocole pour 2 secteurs, la santé et la facilitation du commerce Côte d'Ivoire-Burkina Faso. L'un signé avec la France
Il permettra d'équiper 12 centres hospitaliers à Abidjan et à Mans pour une valeur de plus de 8 milliards de francs CFA remboursables sur 30 ans avec un différé de 4 ans. Sa pertinence est soulignée par Raymond Koudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Permettre au ministère de la Santé de continuer de dérouler son programme de réhabilitation de nos infrastructures sanitaires, de remise à niveau de nos infrastructures sanitaires à partir d'équipements de pointe, mais également sur un volet très important, celui de la formation et de la maintenance. Le second protocole lie la Côte d'Ivoire à la Banque mondiale pour un projet régional, une première dans l'histoire de la Banque mondiale, avec des impacts bien à propos pour booster le commerce sous-régional. Ce programme de réforme porte essentiellement sur la modernisation du secteur du transport routier et des opérations douanières et inclut des mesures clés telles que la réforme de l'accès à la profession de transporteur routier, le contrôle des normes en matière de charges à l'essieu, le fonctionnement du marché de transport, la libéralisation de la livraison de conteneurs dans la zone métropolitaine d'Abidjan, l'interconnexion des systèmes d'information des douanes ou encore le paiement unique de la garantie du transit prieux. 2 actes salués par Kabaniale, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Elle a en outre souligné les impacts socio-économiques de ces actes de développement avec une note particulière pour la facilitation du commerce Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Cette opération contribuera largement à réduire la pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, en rendant les transports moins onéreux, en facilitant les échanges et en promouvant l'intégration régionale, ce qui cadre parfaitement avec la mission de la Banque mondiale. Coût du projet sur la facilitation du commerce, 25 milliards de francs CFA. Il est signé concomitamment ce mercredi en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Et puis, 60 agents des douanes ivoiriennes viennent d'être instruits sur le schéma de libéralisation des échanges commerciaux au sein de la CEDEAO. L'objectif est clair, favoriser une meilleure compréhension des dispositifs liés à ce schéma, entre autres les règles d'origine et le calcul des valeurs. Lassine Bakayoko et Adama Kone. Le schéma de libéralisation des échanges est un instrument mis en place par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour l'instauration d'une zone de libre-échange au sein de l'espace sous-régional. Cet important outil d'intégration ne connaît malheureusement pas une application effective dans l'ensemble des États membres. En cause, le manque de formation et de sensibilisation des acteurs chargés de sa mise en œuvre. L'administration des douanes ivoirienne mesure à juste titre les efforts qu'elle a accomplis en vue d'une application pleine et entière du schéma de libéralisation des échanges. La formation permettra à la douane de mieux s'approprier ce schéma par la maîtrise des textes comportant notamment les règles d'origine et du calcul des valeurs. Déjà, la douane ivoirienne a adopté les procédures pour simplifier au maximum les contrôles des marchandises à l'arrivée. On a constaté, après plus de 20 ans de mise en œuvre du schéma, que nous devons toujours venir vers ces structures qui sont la base du schéma pour mettre une mise à niveau, échanger les expériences. Le dispositif doit déboucher sur l'union douanière. Il vise essentiellement la création des marchés régionaux à travers la suppression des droits de douane, des barrières non tarifaires, ainsi que la libre circulation des produits d'origine CEDEAO. Formation également des fonctionnaires et agents de l'État à l'outil informatique. Formation initiée par la Société nationale de développement informatique, la SNDI, qui est à l'intérieur du pays. Dans la région du Poro, 84 fonctionnaires issus de 39 structures ont reçu leur attestation de fin de formation. Kader Sogodogo. Ils sont 84 fonctionnaires et agents de l'État exerçant dans 39 structures dans la région du Poro. Ils passent désormais du statut d'analphabète informatique à celui d'utilisateur au quotidien de cet outil. Et cela grâce à une formation dispensée durant 1 mois par les experts de la Société nationale de développement informatique avec le soutien de la primature. Pour le premier responsable de la SNDI, ces formations débutées par Abidjan Yamoussoukro et aujourd'hui Korogo répondent à un souci majeur,
permettre à l'administration ivoirienne d'épouser l'ère du temps, les technologies de l'information et de la communication. Nous sommes à l'ère de la société de l'information. Et la réalité de cette société de l'information nous impose la nécessité de vulgariser l'usage adéquat des outils informatiques et de façon générale des outils des technologies de l'information et de la communication dans toutes les activités du secteur public et du secteur privé, si nous voulons être une société moderne. Autrement dit, l'administration numérique et l'économie numérique sont à la fois des opportunités et des nécessités pour notre pays. Une formation appréciée par les bénéficiaires. Un pays émergent a besoin de ressources humaines compétentes, de qualité, maîtrisant l'utilisation des outils informatiques. C'est pourquoi mes amis et moi sommes très fiers et heureux de quitter le cercle des analphabètes d'aujourd'hui. À la cérémonie de clôture de la formation sur l'informatique, les 39 structures représentées ont toutes bénéficié d'un ordinateur portable. Objectif, garder le contact avec cet outil incontournable. Autre actualité, nous sommes à 3 mois des élections en Côte d'Ivoire. Le ministère des Affaires étrangères veut des journalistes ivoiriens de qualité pour la couverture médiatique de ces élections. Pour y arriver, il initie une formation pour des journalistes de différentes radios. Lancement de ce programme avec Michel Digré. Élection 2015, un Ivoirien, une voix. C'est l'intitulé du projet à l'endroit de 60 journalistes, mais cette voix-là est plutôt radiophonique. La raison, c'est le canal de la formation des journalistes radio que l'Allemagne a choisi d'utiliser pour que les élections en Côte d'Ivoire soient transparentes. Pour des élections réussies, il y a plusieurs critères. Il y a la liberté, il y a la justice, il y a aussi la transparence. Et pour la transparence, là, ce sont les journalistes qui rentrent dans le jeu parce que c'est à travers les journalistes qu'une élection devient transparente. Et c'est pourquoi nous, les Allemands, la République fédérale d'Allemagne, jugent utile de supporter les journalistes dans ce sens. Ce projet du ministère allemand des Affaires étrangères sera mis en œuvre par le studio école Mosaïque. Ces ateliers vont servir à leur apprendre les techniques de couverture des élections. Ensuite, ils vont aller produire des programmes après cet encadrement, des capsules pour sensibiliser, parce que les élections ne commencent pas les jours même. Il faut apprendre aux gens comment voter, il faut informer les personnes sur les droits civiques, et ensuite, nous allons organiser des débats, des tables rondes avec, bien sûr, les candidats, mais aussi avec la société civile, celle qu'on oublie souvent. 5 ateliers de formation auront lieu tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, avec pour objectif des élections apaisées. Et dans la même veine, les acteurs du processus électoral formé à Grand Bassam par la Commission électorale indépendante en partenariat avec l'Union africaine, l'accent est mis sur une mobilisation massive des Ivoiriens autour de l'opération de révision de la liste électorale et le volet sécuritaire du processus électoral. On fait le point avec Abou Sanogo. À l'ouverture de ces assises, Joséphine Mayouma Kalla, représentante spéciale de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, a rappelé les enjeux de cette formation. De son avis, il est important que la gestion du processus électoral soit scrupuleusement ordonnée pour éviter les conséquences connues d'un échec électoral. C'est pourquoi l'Union africaine parraine les formations de ce genre. Le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, est en tout cas persuadé de la nécessité de cette formation qui contribuera au renforcement des capacités de l'institution dont il a la charge. Il a profité pour rappeler son chronogramme et insister sur le volet sécuritaire. Je voudrais donc joindre ma voix à l'écho de tous les autres partis politiques et sociétés civiles qui appellent nos compatriotes à venir se faire enrôler afin de pouvoir prendre part au scrutin à venir. En effet, la participation massive des Ivoiriens à l'élection présidentielle d'octobre prochain, dans des conditions apaisées, sera le signe de la consolidation de la démocratie dans notre pays. Cette formation a été organisée par la CEI en partenariat avec l'Union africaine à l'attention des parties prenantes du processus électoral.
Les transporteurs sont invités à se faire inscrire sur la liste électorale et avoir une carte d'électeur. Message de la coordination des transporteurs au cours d'une cérémonie à Makori, nous dit Abou Sanogo. Après les communes de Port-Bouy, Trècheville, Yopougon et Abobo, c'est la commune de Marcory qui accueille Lassina Sanogo et ses camarades membres de la coordination des transporteurs du PDCI RDA. Ils sont ici pour un objectif, mobiliser leurs collègues transporteurs afin de s'inscrire massivement sur les listes électorales avant la date du 12 juillet. Nous demandons aux transporteurs de se mobiliser, de se recenser avant l'audience foraine et d'avoir les cartes pour élire le président Ouattara en 2015. Convaincre les transporteurs du PDCI RDA à s'inscrire sur la liste électorale, mais aussi les assurer sur la santé de l'alliance dans laquelle leur parti est engagé. Les transporteurs de Makori ont adopté l'appel de Dakoro sur le bas du président et au bas du président Alassane. Après l'étape de Marcory, Lassina Sanogo et son équipe envisagent de parcourir le reste des communes du district d'Abidjan. Les transporteurs du PDCI RDA entendent poursuivre cette campagne de sensibilisation pour la victoire du candidat Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Au chapitre éducation, cette journée de la solidarité à Divo, initiée par les institutrices de l'IEP, il s'agit pour elles d'encourager le travail bien fait et l'entraide au sein des acteurs du système éducatif pour un enseignement de qualité. Michel Mambo. Procession dans les rues de Divo pour célébrer l'amour, l'entraide, la solidarité. Les institutrices de l'inspection de l'enseignement primaire de Divo 1 sont en fête. Une année vient de s'achever, un bilan s'impose. Elles ont décidé alors de faire d'une pierre deux coups. Dresser le bilan des activités menées le long de l'année, mais également sensibiliser les acteurs du système éducatif de la région au vivre ensemble. L'AIDI vise dans un premier temps à renforcer la cohésion entre les institutrices de Divo 1. Elle s'inscrit également dans l'instauration et la préservation de la flamme de la solidarité et de l'entraide entre tous ses membres. C'est l'union entre les acteurs du système éducatif de la cité de Lodibois. L'idée est noble. Les initiatrices peuvent alors compter sur le parrain, le docteur Famoussa Koulibaly, pour mener à bien leurs activités. Chers filleul, je voudrais vous encourager à être des complices de vos époux à la maison, à être également des complices de vos collègues hommes au niveau du service et également être disposés à appuyer vos autorités au niveau de l'éducation. En plus de ces conseils avisés, une enveloppe a été offerte aux femmes de l'association dont les membres sont estimés à une centaine. En santé, longtemps menacée par la fièvre Ebola qui sévit au Libéria et à la Guinée voisine, l'Ouest est soumis à des stratégies de lutte. Ces techniques ont porté leurs fruits car pour le moment, aucun cas n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Pour renforcer ce dispositif, un centre de traitement Ebola vient d'être inauguré à tout le plus. Mamadou Kwasi. Avec la réapparition de 2 nouveaux cas d'Ebola au Libéria voisin, le gouvernement ivoirien renforce son dispositif sanitaire à l'ouest. Plusieurs centres de traitement Ebola ont été construits dans différentes localités ivoiriennes situées à la frontière du Libéria et de la Guinée. Le dernier à voir le jour est celui de Toulepleu. Un centre de traitement Ebola qui vient garantir une prise en charge optimale des malades dans des structures et avec un personnel adapté. Il s'agit également de briser la chaîne de contamination de la maladie à virus Ebola. Les campagnes de sensibilisation et d'information seront davantage renforcées afin d'empêcher l'entrée de cette maladie sur le territoire ivoirien. Les responsables sanitaires de la région du Cavalier et le préfet de Toulepleu, Karim Diarra, exhortent les populations au respect des mesures prises par le gouvernement, car le respect de ces dispositions permettront à la Côte d'Ivoire d'être sauvée de la maladie à virus Ebola. Ces locaux sont fonctionnels depuis le jeudi 2 juillet 2015 à la grande joie des populations du département de Toulepleu, qui s'engagent à les préserver et à respecter les conditions du gouvernement dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le centre de traitement Ebola a été réalisé grâce à un financement du service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne. Dans le département de Sinématiali, l'IFEF, l'Institut de formation et d'éducation féminine Sainte-Gabrielle, a été inauguré. Son coût, 24 millions de francs CFA. Honorine Aingori. L'Institut de formation et d'éducation féminine, l'IFEF de Sinématiali, forme les jeunes filles analphabètes et déscolarisées à écrire, à lire et même à apprendre un métier. Son coût,
24 millions de francs CFA, dont 16 millions financés par Thérèse Horry et la Fondation Monaco et Présence. Quant à la mutuelle et les cadres du département de Sinématiali, ils ont contribué à la construction de cet édifice pour un coût de 8 millions de francs CFA. Et pour équiper ce centre, la première dame, Dominique Ouattara, a offert des machines à coudre, des congélateurs et bien d'autres matériels de coiffure et de cuisine. Thérèse Horry, les autorités présentes et la représentante de la ministre Anne Désiré Ouloto ont lancé un vibrant appel à la population féminine de cette localité à fréquenter l'Institut. Le maire de la commune de Sinématiali, Nado Koulibaly, s'est dit heureux de voir rassembler les fils et filles de la région autour de l'inauguration de l'IFEF, signe de l'intérêt qu'ils accordent à l'éducation de la femme. Il a saisi l'occasion pour remercier promoteurs et donateurs pour leur action sociale. La cérémonie a pris fin par la visite de l'Institut et des équipements offerts par Thérèse Horry. Installation d'une plateforme communautaire par une équipe de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, à Odiéné. La plateforme communautaire est initiée dans le cadre d'un programme d'appui à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Cette plateforme va faciliter le dialogue entre les services publics et la population. Thérèse Tapeyoboué. La plateforme mise en place par l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, est composée des députés, les élus locaux, les autorités administratives, les chefs de services publics, les organisations de la société civile, les leaders communautaires, les chefs religieux et traditionnels. Elle vise à améliorer la gouvernance locale. La plateforme, qui se veut apolitique, a pour mission également de travailler à l'évaluation des services publics pour mieux informer les populations sur les missions de ceux-ci. Pauline Kwasi, chef de la délégation de l'USAID, a invité les membres de la plateforme à travailler en toute impartialité pour éclairer la population sur les cahiers de charges des différents services publics. Quant au porte-parole de la plateforme, il a exprimé la disponibilité des membres pour apporter leur contribution au dialogue communautaire afin de rapprocher les députés, les élus et l'administration des populations. La plateforme est un projet pilote. Elle bénéficiera de l'appui technique de l'USAID en termes de renforcement des capacités et autres appuis techniques pour un meilleur contrôle de la gouvernance locale dans l'intérêt des populations. Le conseil municipal de Guembé, dans le département de Dikodougou, fait le bilan des infrastructures réalisées en 2014 pour le bien-être social des populations, construction de centres de santé, d'écoles primaires, reprofilage de routes pour 2015. D'autres projets sont prévus. Commentaire, Kader Sogodougou. Pour sa deuxième session de l'année 2015, le conseil municipal de Guembé, dans le département de Dikodougou, a fait le bilan de ses actions de 2014 et a planché sur l'examen du budget modificatif de 2015. Pour l'année 2014, le conseil municipal a réalisé un investissement de près de 134 millions pour une dépense prévue d'un peu plus de 157 millions. Cet investissement a porté sur les secteurs clés de la santé, de l'éducation, de l'électrification rurale, de l'adduction en eau potable et de l'ouverture des routes. Bilan jugé positif par l'ensemble des conseillers municipaux présents. Pour cette année 2015, le premier magistrat de Guembé et son conseil, avec un budget modifié de près de 404 millions pour les investissements, comptent faire mieux qu'en 2014. Nous avons fait en sorte que tous les projets qui étaient censés être conduits à terme en 2016, que nous puissions les mettre en œuvre en 2015 et même les achever. Les secteurs prioritaires, c'est toujours les mêmes, les secteurs de l'éducation, la santé et l'électrification. Des projets ambitieux et une détermination du maire de Guembé pour le développement de la commune qui demande le soutien de tous. Pour réussir son ambition, le colonel-major Issa Koulibaly peut compter sur le préfet du département de Dikodougou, Kwakundri, sur la solidarité et la cohésion au sein de son conseil municipal et sur les populations, premières bénéficiaires de ces actions de développement.
Et justement, dans le cadre du développement de proximité, la pensée de Marcel Zadi-Kessi et le modèle de Yakoli Dabo présenté aux intellectuels africains et européens, c'est un pré-colloque qui se tient depuis hier à Cocody, Agénor, Accré et Serge Koulia. Intellectuels, chercheurs, universitaires et experts ne tarissent pas d'éloges à son égard. Marcel Zadi-Kessi, sa vision du développement, son engagement, sa capacité à promouvoir le développement local en impliquant les principaux concernés sont mis en lumière. Nous avons appris à produire des plans pour qu'on puisse faire des plantations à moindre coût. C'est justement pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour voir comment faire pour que ce modèle puisse être dupliqué en Côte d'Ivoire. Ce colloque va permettre d'analyser les valeurs de la culture africaine que Marcel Zadi-Kessi a su adapter avec succès à l'entreprise moderne. Il s'est expliqué. Il a essayé de comprendre sa société et, à partir de la compréhension de sa société, de les convaincre qu'il faut changer. C'est à partir du moment où les gens ont bien perçu ça, ce que j'ai appelé l'appropriation, alors que tout s'est déclenché. Mais l'essentiel est que les individus s'engagent, se convainquent qu'eux-mêmes ils peuvent changer le monde. Mais tout dépend, et c'est là où Zadi a réussi, de la mobilisation des acteurs. Le colloque Marcel Zadi-Kessi, une vision du développement et un engagement se tient du 8 au 10 juillet à Abidjan. À l'issue des réflexions, un institut de recherche sera créé pour véhiculer le modèle de développement de proximité selon la vision de Marcel Zadi-Kessi. Hors de nos frontières, et c'est en image, l'ex-chef de la junte guinéenne, le capitaine Moussa Dadis Camara, est rattrapé par la justice. Exilé au Burkina Faso depuis 5 ans, il a été inculpé mercredi pour les massacres du 28 septembre 2009, où 150 opposants avaient été tués à Conakry. Le capitaine Camara, âgé d'une 50aine d'années, a en effet annoncé en mai dernier son intention de rentrer en Guinée pour se présenter à l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu le 11 octobre. Cette accélération du dossier intervient moins d'un mois après l'annonce d'une alliance entre Seloun Diallo et Dadis Camara. Et c'est la fin de ces 13 heures supervisées par Michel Mambo. Merci de votre fidélité.